rapidement. J'avais dit la fois dernière que nous étions dans le cadre du premier débat budgétaire d'une collectivité sous tutelle. Techniquement, l'heure n'est pas encore arrivée, mais politiquement, la perspective se dessine. Et d'ailleurs, je pense que le premier sujet, entre tous, à mettre sur la table jeudi ou vendredi prochain, si nous allons bien à Paris, c'est celui-là. C'est celui-là parce qu'une collectivité qui débat, à raison, d'une évolution institutionnelle, voire même d'une réforme constitutionnelle, mais qui n'a plus les moyens d'exécuter ses propres politiques, n'est plus une collectivité viable. Ça a été dit par le président de l'exécutif lui-même, et sur ce point-là, au moins, je veux saluer sa franchise. Le budget présente une matrice qui est intrinsèquement, structurellement inadaptée et sous-dimensionnée. Elle est très rapidement du point de vue des recettes, même si on pourrait y revenir dans le détail. Je m'apprêtais d'ailleurs à poser une question orale à ce sujet. Je profite de l'occasion pour aborder la problématique sur deux plans. Le premier plan, c'est celui de la taxe des transports. On note l'évolution du produit, on note la qualité et la quantité des flux générés, mais je continue pour ma part de l'interroger, non pas en son principe, on en a souvent parlé avec Jean et d'autres ici, mais au plan et au sens de ses modalités d'application. À l'évidence, plus l'on a de trafic et plus on a effectivement de rentrées fiscales et de recettes. Mais interroge-t-on le caractère potentiellement dissuasif d'une taxe qui, venant s'ajouter à un certain nombre de mécanismes additionnels dans la constitution du prix du billet, vient aussi impacter lourdement un trafic et un univers mondialisé. Je parle notamment du transport aérien, avec, on le voit, des modèles économiques qui sont de plus en plus basés sur un remplissage maximal, etc. etc. Donc, je n'ai pas de religion, je ne dis pas qu'il faut la supprimer, je dis qu'interroger son caractère modulable, au moment où peut-être elle joue un rôle qui aujourd'hui, pour des îles comme la nôtre, n'est pas avéré, devient pertinent. Donc c'est une réflexion et même une proposition. Je pense qu'on devrait, en marge de la Commission des finances, dans le cadre que vous jugerez opportun, débattre donc de ce sujet-là, le premier. Le deuxième, c'est celui du tabac. Ça a été dit par Xavier en creux, ça ne pourra pas durer. Et ce dilemme permanent entre le souci de la santé publique et celui de la bonne santé financière de notre collectivité, eh bien, il devra connaître un terme. Et on sait tous que s'il nous fallait trancher aujourd'hui, eh bien, ce serait plutôt en faveur de la santé publique. Donc, de ce point de vue-là, d'une évolution considérable de cette taxe dans le budget général. Et par évolution, je n'entends pas évolution à la hausse, vous l'aurez toutes et tous compris. Donc on a une vraie difficulté, même si elle ne nous est pas collectivement imputable en tout point, sur ce plan-là, et notamment sur le plan donc des recettes fiscales. Je disais qu'il faudra qu'on en parle à Paris dans le cadre des discussions qui s'ouvrent. Je l'avais dit la fois dernière, notamment lors du débat sur le compte administratif et après, lors du débat d'orientation budgétaire. Il faut qu'on arrive à identifier ensemble, c'est une deuxième proposition que je veux faire au nom du groupe Avancem, les leviers de fiscalité dont nous aurions besoin, à défaut d'une autonomie fiscale, qui reste une revendication majeure, pour commencer à tendre vers un budget, j'allais dire sincère, non, celui-ci l'est, mais en capacité de répondre aux enjeux de l'heure et plus généralement de la décennie, voire même de la génération, puisqu'un budget, c'est un instrument essentiellement politique qui vient dire une politique et des stratégies sur un pas de temps de 10, 15, 20 ans, même si il évolue aussi en fonction d'un principe d'annualité qui est évident et qui est connu de nous tous. Donc, sur ce pas de temps, une année budgétaire, mais une perspective de moyen et long terme, quels sont les leviers de fiscalité que l'on veut identifier? J'entends beaucoup parler de cette question de la mobilisation de l'épargne,
notamment du côté de l'ADEC, du président de l'exécutif, etc. Tranchons. Ça fait 2, 3, 4 débats budgétaires qu'on en parle. On se réunit et on décide. Alors je sais que ce n'est pas simple, et j'ai eu l'occasion, dans des fonctions comparables, de le voir auparavant. Ça demande une mécanique de discussion, de précision au plan technique et autres, mais il faudrait vraiment, on verra peut-être à l'occasion de la réforme du SRDE 2I, qu'on se pose une fois pour toutes ces questions. Mais quand bien même nous la poserions nous, qu'elle ne suffirait pas à dire la réalité de l'exercice et de son caractère aujourd'hui urgent, j'allais presque dire vital. Deuxième levier, on évoque la territorialisation d'une part du produit fiscal. Je n'ai pas les chiffres actualisés, mais de mémoire, l'IS, l'IR, la TVA, c'est 800, 900, 1 milliard d'euros de valeur annuelle. Comme ça. Il faut affiner. Quelle est la part, au moment où la collectivité demande majoritairement, et peut-être même unanimement, sans vouloir parler pour mes collègues et amis de droite, de territorialisation que demande la collectivité de Corse à l'État, et notamment à Bercy, dont on sait qu'il est un État dans l'État. Plutôt que de dire ouvrons des discussions, disons-nous quelle est l'expression du besoin. Si on estime que les contribuables corses, toutes catégories confondues, payent à la louche, allez, je vais exagérer ou pas, 1 milliard d'euros sur ces 3 impôts-là, et je ne parle pas du reste, quelle est la part qu'on estime comme devant être territorialisée et donc rester dans l'île, étant entendu par effet de miroir qu'il faudra baisser à due concurrence, entre guillemets, un certain nombre de dotations, DGD, DGF, on verra, ou de subventions qui aujourd'hui viennent abonder le budget de la collectivité et qui dès lors seraient légitimement reconsidérées par Paris. Donc c'est une autre question que je pose. La troisième, il y a cette question de la taxe, notamment transport et tabac, cette question donc de la mobilisation de l'épargne au travers des outils techniques que vous allez nous proposer de manière opérationnelle de mobiliser. Je vous pose et je nous pose, collectivement c'est là, donc vous avez bien compris qu'on est dans un état d'esprit constructif, donc celle des impôts dont nous souhaitons qu'ils soient pour partie au moins territorialisés. Bien. Ceci étant posé, la réalité des choses, et pas simplement la prospective à côté des recettes fiscales et dans la structure même du budget. Je vous l'ai dit la fois dernière, notre groupe à ce stade ne ressent pas de claire priorité dans l'expression que vous faites des besoins de la collectivité. Je veux le dire en des termes presque triviaux. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui? On l'a dit, moi j'ai connu ici même avant d'être élu et après, dans des statuts différents, sous des majorités différentes, des propositions. Bon, je regardais cette question à l'époque du tunnel sous Vitsavone. Bon, on n'en parle plus, je ne dis pas qu'il faut en reparler, mais il y avait une ambition qui était posée. J'ai souvent entendu parler, et à plus forte raison depuis que je suis maire de Porto Vecchio, de la 2 fois 2 voies Bastia-Bonivaggio, bon, de l'extension du réseau ferré, etc., etc. Je veux dire, aujourd'hui, posons des choses et disons-nous tranquillement quelles sont les 8 ou 10 priorités que la Corse a en matière d'infrastructures et d'équipements lourds. Quelles sont-elles? On va en débattre, on va juger, etc. Si l'on estime qu'elles ne sont pas finançables en l'état, et ce ne sera pas compliqué de le démontrer, il faudra qu'on identifie d'autres sources de financement. Et c'est en cela que je trouve ce budget, pardonnez-moi pour la provocation, franco-français. On est dans les purs. On serait en Lozère ou en Auvergne qu'à mon avis, on ne parlerait pas différemment. Il n'y a pas, de mon point de vue, de souffle et d'audace dans la recherche de financement complémentaire. La règle aujourd'hui, et j'ai un peu regardé, y compris dans d'autres régions de droit commun, dont les prérogatives sont en deçà de celles dont nous disposons. Il y a des appels à projets européens, il y a des financements par la BERD, par la BPI, par un certain nombre d'organismes financiers européens ou internationaux, auxquels jamais ici nous ne faisons référence. Et on se contente, en tant qu'autonomiste et en tant que nationaliste, de demander à l'État tantôt de rallonger, tantôt d'ouvrir des négociations. Il y a bien un moment,
si on veut faire nation, et je parle pour les nationalistes, il faudra qu'on pense le budget, non pas comme étant l'instrument politique d'une collectivité sui generis, mais le moyen politique de faire nation. Ou alors, c'est qu'on se paye de mots d'année en année, qu'on pose des ambitions dont on sait d'année en année également qu'elles ne connaîtront jamais, ou presque, de début de commencement. Et ça nous renvoie à la réalité de la dette. 936, 961, 1,54 milliard. On a 1 milliard dans le casque. Après 10, 20, 30, à ce stade des opérations, à mon avis, on n'en est plus à ce détail, même si je recoupe dans une large part les propos de Xavier. Je ne dis pas qu'il faut annuler, comme on le ferait de l'hôpital public, une partie de la dette de la collectivité publique. Mais je dis quand même, et à votre décharge, qu'on ne peut pas prendre comme élément exclusif de comparaison le niveau d'investissement et le niveau d'endettement des trois collectivités qui ont donné lieu à celle dans laquelle nous évoluons aujourd'hui avant fusion. Mais si ça doit être le cas, parce qu'on ne peut pas non plus s'exonérer de cette part de constat, il faut avoir la lucidité d'évaluer, comme je crois que vous l'avez fait à un moment donné, la part d'impact de la question des emprunts toxiques, la part d'impact des personnels qui ont été titularisés à la hâte dans telle ou telle collectivité départementale avant que nous fusionnions, la part d'impact des dépenses inconsidérées en matière de personnel et de dépenses de fonctionnement, et que nous disions collectivement, cette part-là n'a pas pesé sur le peuple corse de manière inconsidérée, pas davantage, si on continue à ce rythme, sur les générations futures. Donc oui, moi je ne veux pas faire de démagogie, mais ça existe dans tous les pays du monde. Posons-nous la question d'une renégociation de notre dette, parce que je vous le dis, l'an prochain, à ce rythme-là, c'est 1,1 milliard, c'est 20, 30, 40 millions d'euros de demandes d'emprunt supplémentaires, auxquelles nous ferons droit ou pas, et c'est une collectivité qui, lentement mais sûrement, pour peu qu'elle n'arrive pas à avancer sur le chemin des négociations en faveur d'une autonomie fiscale, se verra confrontée à une perte cruelle de ressources et de capacité à exécuter les basiques de l'action publique et stratégique. Je termine sur deux plans. À chaque débat budgétaire, on vous demande une visibilité pluriannuelle sur la question des personnels. S'il vous plaît, donnez-la nous. Marie Goumandou, je ne vais pas vous supplier, mais donnez-la nous. Vous nous dites oui, mais vous faites non. Dites-nous les départs à la retraite, dites-nous les recrutements essentiels, dites-nous ce que vous voulez faire et on en discute. Mais dites-le nous de manière consolidée, pas uniquement au sens des services centraux, entre guillemets, ou de la maison mère, mais également dans le détail des offices, des agences et de tous les organismes qui emploient des gens que nous payons et qui travaillent pour le compte de la collectivité de Corse, ou qui se situent dans la galaxie des outils publics que nous ne contestons pas en leur principe, mais dont nous disons qu'ils doivent nous proposer une vision consolidée des emplois qu'ils génèrent et de leur évolution. On ne peut pas être dans une situation qui déçoit à la fois une partie des organisations syndicales, une partie, me semble-t-il, des élus de la Corse, et sur laquelle, en même temps, nous n'avons pas de visibilité. Donc, je le redemande, nous avons besoin de cet indicateur, car nous voyons bien qu'en dépit de vos louables efforts, et nul ne songe ici à les contester, les dépenses de fonctionnement, et singulièrement les charges de personnel, ne baissent pas au rythme que vous aviez annoncé. Je conclurai en disant, c'est un budget, nous dites-vous, de transition. Si j'étais coquin ou taquin, je dirais que la transition dure longtemps. Et qu'aujourd'hui, il nous paraît opportun, au seuil d'une mandature, au début vraisemblable d'une législature et d'une mandature à Paris, au début également d'un certain nombre de rediscussions au sens des programmations communautaires,
d'inscrire les choses dans un cadre un peu plus durable. Parce que ce pays et ce monde vivent un état d'instabilité permanent. Arguer aujourd'hui de l'Ukraine ou du Covid, ce sera demain arguer, sans être prophète ou Cassandre, d'une autre pandémie ou d'un autre conflit dans le monde. Car le monde de 2022 n'est pas celui de 2015, pas davantage de 90 ou de 2010. Il est un monde d'instabilité, de conflits, de régimes autocratiques, de pandémies nouvelles, de risques climatiques, de risques technologiques. Et subordonner le budget d'une collectivité comme la nôtre à des évolutions sur lesquelles nous n'avons aucune prise et qui se renouvellent et se réinventent perpétuellement, c'est nous condamner à une forme d'échec. Alors, je ne veux pas croire en l'échec. Je veux penser et estimer qu'il y a un chemin, et je vous rejoindrai sur une tonalité un peu plus positive. Non, ce n'est pas un bon budget, parce qu'il ne peut pas l'être, pour plein de raisons que vous avez évoquées, et qui pour certaines sont même partagées. Pour d'autres que vous ne partagez pas, mais c'est normal. Mais ce n'est pas un bon budget. Donc il faut qu'on voit ensemble comment on peut l'inventer, y compris par le débat du jour. Donc voilà ce que je voulais dire au titre du groupe AONSEM, en vous remerciant pour votre attention.